Salut à tous, c'est Constant qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour le débrief du Game 4 entre OKC et Dallas. Je suis beaucoup plus heureux de vous retrouver pour le débrief du Game 4 que pour le débrief du Game 3, bien évidemment, avec cette victoire de raccro d'OKC qui revient à 2-2 dans la série. Et comme OKC revient à 2-2 dans la série, il fait aussi son retour sur les débriefs. Vous avez vu, il n'est là que pour les victoires du Thunder. Je suis accompagné de Tom. Tom, comment ça va? Ces rumeurs sont infondées. C'est du pur hasard. Les chiffres Non, ne mais mentent pas, hein. mais je pense que je ramène la victoire surtout. Ouais, Il faut le prendre dans ce sens-là. bien sûr, bien sûr. Mais non, ça va très bien. Très content de revenir pour une victoire. Ça fait plaisir, surtout que c'était un match très important. Big up à Charlie hein, qui, pendant le débrief du Game 3, a dit non, on revient à 2-2 à OKC, vous en faites pas. Voilà, il Le avait voyant. encore raison. Il avait encore raison. Il pronostique 4-2, Charlie, hein, n'oubliez pas. Donc on va la gagner cette série. Mais ouais, non, très content. Alors ouais, tu l'as dit, une victoire de raccro. Hein. C'était vraiment pas beau. C'était à l'arrache, mais il n'y a pas de mauvaise victoire en playoff. Faut la prendre. On en avait absolument besoin. Donc c'est bien, c'est bien. On arrive dans le début de la série enfin, mais ça se joue au meilleur des 3 matchs. Oui, tout à fait. Mais Charlie qui avait bien pronostiqué la victoire. Moi, j'avais dit, je pronostique victoire de Dallas, quitte à passer pour un con quand ça revient à 2-2. Et ben voilà, je passe pour un con parce que la série revient à 2-2, mais je suis content. Cependant, je tiens quand même à noter, pour les plus fidèles auditeurs de We Are Thunder sur Twitter, que j'étais au live tweet pour ce match 4 et je suis sur une série de 8 victoires consécutives sur les live tweets. Je n'ai plus perdu depuis février. Et cette défaite, justement, un samedi soir à 21h30 face à Dallas. Donc, un peu tel Thanos dans, il me semble que c'est l'ère d'Ultron, la scène coupée de l'ère d'Ultron où il fait Fine, I'll do it myself. Je m'en suis occupé et OKC est parvenu à égaliser. Voilà. À noter quand même, malgré mon pessimisme, je suis là pour ramener les victoires sur les lives. Ah, de toute façon, vous êtes sur des live Twitter de haut niveau. Hein. On est tous les deux invaincus en playoff pour l'instant. Ne nous parlez pas de défaite. Hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. La défaite, on ne connaît pas. Avant de vous faire un petit résumé du match et de rentrer complètement dans le débrief, évidemment, abonnez-vous partout, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, allez follow la chaîne sur Twitch, mettez 5 étoiles sur les plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast ou Spotify. Je vois, hein, j'ai vu les statistiques du match 3, j'ai vu certains d'entre vous qui étaient venus un petit peu pour l'odeur du sang, puisqu'il me semble que, vu les statistiques, on a eu beaucoup de fans de Dallas qui sont venus écouter le récap. C'est normal, c'est de bonne guerre. Je suis pas sûr qu'il y ait autant de fans de Dallas sur ce récap du match 4, mais ça fait toujours plaisir de voir que voilà, on essaye d'être un minimum objectif, on essaye de pas forcément tracher l'adversaire et de voir que de l'autre côté, les fans de Dallas n'ont pas grand-chose à redire, en tout cas sur notre contenu, même si bien évidemment on est beaucoup plus axé sur OKC que sur les performances de Dallas. Et voilà. Merci quand même évidemment du soutien. Hein. On en fera le débrief peut-être un peu global quand les playoffs du Thunder sont terminés. On ne sait pas quand, mais globalement ces débriefs playoffs, vous êtes très nombreux à nous soutenir. Vous êtes très assidus, sachant que c'est des podcasts qui ont une durée de vie assez courte. Merci à vous d'être là. Assez blablaté, rapide résumé du match. Encore un début de match catastrophique. Le score déjà. Victoire 100-96 du Thunder. Le Thunder qui est à 5-0 lorsque il limite son adversaire à moins de 100 points. Casey est un 5-0 lorsqu'il joue sur TNT, sachant que le 5 et le 7 est sur TNT aussi. Ça, c'est à noter. Donc, mon prono de Thunder in 7 est peut-être encore vivant. Non, toujours est-il, début de match horrible. OKC qui se retrouve mené de 14 points, 22-8. OKC qui aurait même pu se retrouver mené de 17 points, puisque PJ Washington a décidé de marcher sur la ligne sur son 3 points qui faisait ficelle, sinon ça aurait fait plus 17 Dallas. Un début de match une nouvelle fois horrible, dans la lignée du match 2, dans la lignée du match 3, avec beaucoup d'erreurs en attaque, peu d'adresse, c'est peu de le dire. Et de l'autre côté, Dallas qui a enchaîné les 3 points. Dallas est à 4 sur 8 à 3 points sur le premier quart-temps. OKC essaye un petit peu de s'accrocher avec le retour, enfin, avec l'arrivée des remplaçants, même si voilà, tu te retrouves à la fin du quart-temps 20-30. Rien à dire spécialement mérité les 10 points de Dallas. Deuxième quart-temps, ça s'échange un petit peu les paniers. Tu reviens un petit peu sur les minutes sanchées, tu reviens à 6 points, mais tu restes toujours dans cette zone un peu entre allez, 6 et 10 points sur le second quart-temps où tu trouves pas de rythme en attaque et où Dallas arrive
à mieux jouer que toi, à mieux exécuter que toi, à te mettre un petit peu hors de position. Mais voilà, tu restes grâce au lancer. OKC s'est retrouvé dans le bonus avec 7 minutes restantes à jouer dans le quart-temps. N'a eu ses premiers lancers après avoir obtenu le bonus que 5 minutes plus tard, donc encore une occasion ratée. Et finalement, tout ce petit beau monde se retrouve à 54-43 à la mi-temps avec un step back de Luka Doncic pour conclure la mi-temps. Troisième quart, on se dit, bon, OKC a pris un éclat, OKC a aucune adresse à 3 points. Il me semble que sur la première mi-temps, OKC est à 1 sur 11 à 3 points, c'est ça, 35% au tir. Dallas est à 9 sur 21. On se dit, bon, 11 points d'écart, c'est pas si mal payé. Si tu trouves un peu d'adresse, tu as moyen de revenir. Et quand on voit le début du troisième quart-temps, on se dit, bon, OKC va pas vraiment revenir puisque Dallas va reprendre 14 points d'avance sur un 3 points une nouvelle fois de PJ Washington qui a décidé de nous mettre une sauce une nouvelle fois, mais pas jusqu'au bout. Ça, c'est un point un peu positif. 57-43 et c'est le moment où Shai Gilgeous-Alexander a fait, vous savez quoi, vous commencez à m'énerver, je vais prendre tous les tirs. Il met 14 points dans ce troisième quart-temps. 12 ou 14 points, je sais plus. J'ai pas la stat sous les yeux, mais c'est 12 ou 14 points. Beaucoup de fadeaway mi-distance, beaucoup de jumpers, on en parlera juste après. Et finalement, OKC qui parvient grâce à un 3 points en transition un peu précieux de Cason Wallace, qui revient à 4 points pour finir le troisième quart-temps. Donc à partir de là, tout est ouvert. Et ce quatrième quart-temps, c'est encore une fois OKC qui manque des occasions de revenir, qui manque des occasions de complètement recoller à ses maps jusqu'au moment où Shai a une nouvelle fois fait, vous savez quoi, vous m'énervez, je vais mettre 6 points de suite à moi tout seul pour faire revenir à 86 partout. Et après, je vais jouer le playmaking pour servir Lou Dort à 3 points, pour servir Chattelgram à 3 points. OKC aurait pu voir ce match aller jusqu'en overtime, mais les Mavs en ont décidé autrement, notamment leur adresse au niveau de la ligne des lancers francs qui a changé beaucoup de choses du côté d'OKC, puisque Dallas termine à 12 sur 23 sur les lancers francs, chose où le Thunder a terminé à 23 sur 24. Donc voilà, résumé un peu long, excusez-moi, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Je vais te poser la question, Tom, sur ton ressenti. Je pense qu'on a pas mal lu sur Twitter, et même moi je pense que c'est un peu un braquage, puisque Dallas a mené 42 minutes sur les 48 minutes de match, OKC a mené moins de 5 minutes. Est-ce que tu penses que, de ton côté, sur ton ressenti, on est sur un braquage? Et deuxième question, est-ce que pour toi, c'est plus OKC qui remporte ce match ou Dallas qui le perd? Alors, c'est un beau petit hold-up, hein. On va pas se mentir. OKC a pas fourni une performance exceptionnelle, offensivement parlant, hein, du moins. Après, est-ce que c'est peut-être plus Dallas, oui, qui lâche un peu ce match. C'est Shai qui le prend à Dallas, on va dire. On va dire ça comme ça. Dallas l'a laissé gentiment et Shai s'est servi, hein, il fallait pas se priver. Mais ouais, quand tu vois le manque de réussite au lancer, 12 sur 23 au lancer, c'est vraiment catastrophique, hein, comme pourcentage. Même sur les fins de match, hein, ils ont raté des lancers vraiment importants. Dallas, et c'est des mecs qui sont très adroits, hein. Kyrie, il a raté un lancer. PJ Washington, qui fait une énorme série, il a quand même raté 2 lancers. Luka 2 aussi. Voilà, Dallas a vraiment déconné. Ils auraient dû en fait mener 3-1. Alors il y a d'autres matchs gagnés par Dallas qui auraient pu être pris par OKC, voilà, où OKC a un peu déconné aussi, mais sur ce match-là précisément, les Mavs avaient l'occasion de mettre la tête sous l'eau au Thunder et ils l'ont pas fait. Ils ont laissé OKC dans le coup et OKC a plutôt bien exécuté en fin de match, sans être exceptionnel, mais a fait plutôt du bon boulot, a plutôt bien exploité les opportunités qui étaient données. Tu vois, on parle des Mavs qui ont raté 11 lancers. OKC, 23 sur 24 au lancer. Là, pour le coup, le Thunder a été très propre à ce niveau-là. Et sans faire un match incroyable, OKC a profité d'une défaillance de Dallas qui devait mener 3-1. Honnêtement, Jason Kidd devait pas être très content à la fin du match, vu tout ce qui a été vendangé. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, sur cet aspect-là, je pense que ça s'équilibre un peu dans le sens où c'est pas forcément le match qu'OKC devait remporter, hein. J'ai trouvé, quand vous regardez les stats bruts, 38% au tir, 25% à 3 points, c'est des stats, si vous prenez le FG, donc c'est le pourcentage au tir, mais pondéré pour le tir à 3 points pour donner un truc un peu plus réaliste. OKC dans le 8e centile sur la saison, c'est catastrophique. Il me semble que c'est Andrew Schleck qui l'avait tweeté. La première mi-temps du Thunder, OKC a le pire
le pire offensive rating de toute la première mi-temps sur l'intégralité de sa saison. Donc là, on se dit que oui, c'était très difficile. Et puis même si on regarde les chiffres, 35% de tirs près du cercle, 50% de tirs tentés qui sont des mid-range. La performance offensive du Thunder est assez catastrophique. Tu t'en sors en conservant la balle. Hein, tu ne perds que 7 ballons, là où Dallas en perd 13. Ça, c'est un point qui est très important. Et comme tu l'as dit, sur la ligne des lancers francs, quand tu as un lancer franc tenté de plus, mais que tu as 11 points supplémentaires, et dans une victoire de 4 points, ça change beaucoup de choses. Et après, c'est un match, une boucherie défensive, on va dire. Ça faisait 3 ans qu'une équipe n'avait pas remporté un match de play-off en tirant à 38% au tir. C'était les Clippers face aux Suns en finale de conférence, mais OKC qui s'accroche, OKC qui, je ne l'avais pas dit dans le débrief du Game 3, mais OKC qui donc n'a toujours pas perdu 3 matchs de suite cette saison lorsque Shai Gilgeous-Alexander est dans le starting five. C'était le moment pour pas perdre ce 3e match-là. Et après, au niveau de mon ressenti un peu plus global, moi j'étais au LT et franchement, quand je vois le premier éclat qu'OKC se prend quand il y a 22-8, je me dis bon, ils sont pas dans le bon mood. Il n'y avait pas ce sentiment d'urgence, de un peu ce côté do or die game où tu dois absolument gagner. Franchement, j'étais absolument pas confiant et j'étais bien. Enfin, ça se voit sur le LT. J'ai globalement râlé tout le match et franchement, il y avait de quoi râler. Mais le début de match horrible et tout au long du match, je voyais que le Thunder gâchait des opportunités. Voilà, on va en parler tout du long, de vraiment recoller. Tu étais toujours à 5-6 points, mais dès que tu arrivais à faire un stop défensif, soit il y avait une perte de balle un peu bête, soit il y avait un tir de Lou Dort en transition qui était catastrophique, soit il y avait un drive de J-Dub qui était pas bon. Je me disais, on va jamais recoller. En fait, on pourrait jouer. C'est comme les situations au foot où il y a 1-0. Vous avez l'impression que même si les équipes jouaient 300 minutes, enfin l'équipe qui ne marque pas, si elle aurait pu jouer 300 minutes de football, qu'elle aurait toujours pas réussi à marquer, là je me disais, tu aurais pu jouer 14 cartons que tu serais jamais recollé, enfin que tu n'aurais jamais recollé. Et en fait, OKC recolle parce que Dallas a continué de donner des occasions à OKC de recoller, et puis surtout parce qu'il y a un joueur qui a décidé de take over en deuxième mi-temps. Ça, on en parlera un peu plus. Donc voilà. La manière, on repassera, mais le principal, c'est que OKC revient à 2-2 et récupère l'avantage du terrain dans un Paycom Center qui risque d'être en fusion d'ici jeudi. Passons. Non, oui, on peut passer un peu au point marquant du match. Tu l'as dit, offensivement, OKC a pas été bon et a surtout joué totalement le contraire de son jeu habituel. Là où le Thunder, normalement, ça partage beaucoup la balle et les ISO de Shai, c'est un peu une anomalie dans l'effectif. D'habitude, tout le monde se partage la balle et on laisse quand même un contre 1 à Shai parce que c'est un des meilleurs joueurs de 1 contre 1 de la ligue, donc ça serait idiot de s'en priver. Là, sur ce match-là, ça n'a pas du tout été le cas. Le jeu analytics de Mark Daigneault avec beaucoup de drive et une bonne sélection de 3 points, on était très très loin de ça. Hein. Sur les drives, il y a aucun drive qui passait, honnêtement. Le mur de Dallas était vraiment très costaud. Et avec notamment des bons matchs de Daniel Gafford, de Derrick Jones Jr., de joueurs comme ça qui ont vraiment bien bossé près du cercle. Et le Thunder a pas du tout rentré ses 3 points aussi. C'était même pas forcément des 3 points si bien trouvés que ça. Ça n'a pas forcément été un manque de réussite sur des 3 points ouverts, mais plutôt une mauvaise sélection de tirs. Donc c'est vrai que c'est assez miraculeux quand OKC gagne ce match en ayant mis 100 points. C'est déjà arrivé contre les Pélicans 2 fois, mais les Pélicans, c'est pas le même niveau offensif que Dallas sur le papier. Là, en l'état, oui, on s'est beaucoup reposé sur demi-distance et ça a été quasiment du hero ball de Shai. Hein. On va pas s'inventer d'histoire. C'est Shai Gilgeous-Alexander qui a porté l'attaque. Après, il y a des choses très bonnes, notamment défensivement, qui ont été faites collectivement. Mais en attaque, en tout cas, ça a énormément reposé sur un seul gars. Un bon petit apport de Chet aussi quand même. Mais voilà, globalement en attaque, on ne peut pas vraiment être satisfait de ce match-là. Surtout quand on voit ce qu'OKC était capable de proposer sur le Game 1. Hein. Sur le Game 1, où ça a été un blowout, où OKC était capable de mettre des gros runs à Dallas. Et on a vu que Dallas, c'était une bonne défense, mais c'est pas une défense élite. C'est pas les Timberwolves, c'est même pas les Pélicans, je trouve personnellement. Ils ont collectivement, je sais pas trop, mais ils ont moins le personnel en tout cas. Là où les Pélicans, ils ont vraiment des très forts défenseurs. Dallas, c'est bien, mais Josh Green, PJ Washington, c'est correct, mais ça, c'est pas non plus censé te lockdown sur une série. Donc ouais, c'est pas en attaque qu'on a été très rassuré en tout cas.
En fait, sur cette défense de Dallas, on en avait parlé sur le Game 1 en disant qu'OKC arrivait à trouver ses spots. Et à partir du Game 2, la défense de Dallas s'est complètement ajustée et tu as beaucoup de mal à trouver tes stops. Je cherchais la stat là en même temps que tu parlais. OKC a tenté 66 drives sur le match, ce qui est énorme, hein. C'est dans ses standards de saison régulière. Par contre, tu n'as que 30, sur ces 66 drives, tu as 23% des tirs qui sont tentés près du cercle. Donc, il doit y en avoir un peu plus sur les drives parce que les 23%, c'est sur le match au global. Globalement, on a fait beaucoup de drive and pop à mi-distance ou de drive and flotteur à 1 ou 2 mètres du panier. On a vraiment galéré à accéder près du cercle parce que, comme tu l'as dit, oui, peut-être qu'individuellement, Dallas n'a pas un Herb Jones pour limiter Shea, n'a pas un KCP, n'a pas un Jaden McDaniels. Par contre, collectivement, sur les aides, ils ont été encore une fois extraordinaires. Je trouve que le match de les trois, là, Derrick Jones Jr., Derek Lively, Daniel Gafford, ils ont été excellents. Même PJ Washington, pour ne serait-ce que conteste, sans faire faute, sans forcément altérer le tir adverse, pour donner suffisamment de temps pour que l'aide de Lively et de Gafford arrive et pour qu'ils puissent contrer. Les Mavs terminent avec 12 comptes sur le match. Ils terminent avec 12 comptes, sachant que. Non, 13 comptes même. Sachant que, il me semble que dans le quatrième quart-temps, ils en font un. Donc, ils ont 12 comptes en 3 quarts-temps. On a assez peu trouvé de solutions. Et ouais, je trouve que défensivement, ils ont été excellents. Après, on parlera un peu de Shea, mais je trouve qu'il y a vraiment ces situations où tu ne pouvais t'en sortir que sur du shotmaking. C'est-à-dire que Dallas t'a lancé dans un match de shotmaking parce que même sur le 3 points, tu vois, tu as parlé de l'adresse à 3 points et tu as raison de dire que les tirs à 3 points du Thunder n'étaient pas spécialement ouverts parce que OKC est l'une des équipes qui prend le plus de 3 points wide open sur la saison régulière. Je vais vous trouver la stat tout de suite, sur les 27 tirs à 3 points tentés par le Thunder sur le match, il n'y en a que 13 qui sont considérés comme wide open. OKC termine à 3 sur 13. Dallas a vraiment été excellent, je trouve, sur les aides, sur les rotations, sur la manière de coulisser. Pas forcément pour stopper le joueur. Voilà, Shea a scoré sur ses isolations. J-Dub a scoré sur quelques isolations, très peu. Et par contre, je trouve que leur défense collective était beaucoup mieux goupillée que la nôtre, par exemple, là où je trouve que du côté défensif d'OKC, il y a eu beaucoup de situations où on avait un écran de retard, où on avait une rotation de retard, où ça communiquait pas forcément. Donc vraiment, sur ce match, je trouve que, encore une fois, Dallas a bien mieux défendu que nous. Par contre, c'est le shot-making de ta superstar qui a fait basculer le résultat du match. Mais encore une fois, il y a vraiment ce côté où KC n'arrive pas, et surtout en première mi-temps, parce qu'on parlera du quatrième quart-temps après, mais en première mi-temps, KC n'arrivait pas à trouver des solutions pour faire bouger cette défense des Mavs. Ouais, OKC dans le quatrième quart-temps, voilà, on a revu du Thunder basketball offensivement, mais ça faisait quelques temps quand même. Mais ouais, Dallas, là où ils ont été très bons. Alors on parlera de la défense d'OKC après, parce que c'est plutôt en première mi-temps que le Thunder a pas été top. En deuxième mi-temps, c'était vraiment impressionnant par contre. Mais Dallas, il y avait vraiment le sentiment, ça se voyait que les mecs étaient plus grands, plus athlétiques. Ils prenaient plus de place en fait. Tu voyais que en fait sur le terrain. C'est la réflexion que je me suis faite dans le second quart. Je me suis dit, en fait, ils sont juste plus grands. Ils comptent tout ce qui bouge. Derrick Jones Jr., c'est un des plus petits, mais par contre, il saute jusqu'au haut de la planche. Donc, il est quand même imposant. Comme tu l'as dit, puis Washington. Oui. Oui, c'est le plus petit, mais Dallas, ils ont une équipe. Ouais, voilà. Ça va, quoi. Mais tu vois, même un Dante Exum, c'est considéré comme un guard, mais c'est un grand guard, quoi. Mais ouais, tu l'as dit, PJ Washington, c'est pas le mec qui est plus en vue, mais il utilise bien sa supériorité athlétique. Le fait que ça soit un vrai pur poste 4 face à des guards ou des petits ailiers qui drive côté d'OKC pour tenir le mec, pour opposer le contest physique le plus longtemps possible, le temps que Gafford et Lively arrivent avec leurs grandes mains pour contrer tout ce qui bouge. Ouais, le plan défensif de Dallas, c'est vraiment bien huilé. Jason Kidd s'est vraiment bien adapté après le Game 1 et depuis Dallas, en fait, ne prend plus l'eau. Ne prend plus du tout l'eau défensivement, hormis ce dernier carton du Game 4, où là, pour le coup, le Thunder a tout rentré. Mais ouais, là, on sent qu'OKC a beaucoup de mal à développer son jeu et subit face à cette défense de Dallas. Oui, alors, j'ai vu Guillaume aussi en parler, enfin Guillaume du Basket Lab, qu'on salue, qui a tweeté durant la journée après ce match-là en disant que les deux équipes défendaient un peu comme dans les années 2000, où on sanctionnait ne serait-ce que les shooters moyens, c'est même pas les non-shooters comme je dis, les shooters moyens dans le sens Lou Dort est très peu respecté, quoique c'est peut-être même le plus respecté de tous parce qu'en voyant le match,
Ouais, en voyant le match, ils ressortent quand même pas mal sur Dort. Mais un Aaron Wiggins, par exemple, a été laissé grand ouvert. Aaron Wiggins qui, a posteriori, je regrette de ne pas l'avoir mis dans les négatifs sur le récap parce que sa première mi-temps premier quart, il est vraiment catastrophique. Il me semble qu'on l'a pas revu des masses en deuxième mi-temps d'ailleurs au niveau du temps de jeu. Mais ouais, je me demande en fait à quel point déjà cette défense de Dallas, elle profite du fait que OKC ne mettent pas dedans à 3 points. Alors oui, c'est des shooters de petit volume, mais c'était des shooters qui étaient quand même un peu efficaces sur la saison régulière puisque tu avais le meilleur pourcentage à 3 points. Quand tu vois que là, on termine à 28% de réussite à 3 points dans les corners, c'est catastrophique, ou en tout cas, c'est vraiment très peu et trop peu. Je me demande à quel point, en fait, Dallas Enfin, quelle est la jauge entre Dallas ne respecte pas les shooters ou Dallas a tellement peur du jeu de drive d'OKC qu'ils se disent bon, allez, pick your poison, quitte à se faire démonter, on va se faire démonter sur le 3 points inverse. Ça, c'est un équilibre dans le sens où ouais, peut-être qu'ils se disent bon, on va jouer, on va se dire bon, Aaron Wiggins, il est à 40%, mais il est sur moins de 2 tentatives par match, donc en le laissant ouvert, peut-être qu'il va moins nous sanctionner que vraiment sur le jeu de drive qui peut décaler ensuite du drive and kick, qui peut décaler ensuite des joueurs qui viennent sanctionner. Donc, c'est une question que je me pose aussi. Je pense que cette défense de Dallas, elle est encore une fois excellente, mais à quel point elle est sublimée par le fait qu'OKC sont incapables de rentrer à 3 points, même si, encore une fois, les aides et les close-out du côté de Dallas sont quand même de fort bonne qualité. C'est une question que je me pose et je pense que, voilà, encore une fois, le seul match que le Thunder a dominé offensivement, c'est le match où tu mets tout dedans à 3 points et où ton jeu de drive and kick est quand même de qualité, sachant que sur le Game 1, en plus, OKC n'avait pas tant de tirs près du cercle que ça. Ouais, je pense que c'est vraiment le plan de jeu de Dallas. Tu vois, Lugensdort, il lui réserve un traitement spécial, entre guillemets, où ils font l'inverse. Ils montent beaucoup à 3 points, mais du coup, ils lui laissent les drives parce que Dort est inefficace au cercle et fait pas forcément les meilleurs choix sur les kicks. Donc, pour le coup, je pense, peut-être qu'un Aaron Wiggins, il le laisse ouvert en se disant, bon, bah, tant pis, s'il nous sanctionne, ok, on sait qu'il est pas mauvais, mais on lui laisse ses 3 points. Mais je pense que globalement, ça fait partie de leur plan de jeu de plutôt contenir le drive parce qu'ils savent que c'est le danger numéro 1. Wiggins, d'ailleurs, tu disais qu'il a peu joué, il a joué que 3 minutes en deuxième mi-temps. Voilà. Il n'a pas été bon du tout. Dans le début de troisième quart, le Giddey ne start plus les secondes mi-temps et c'était plutôt Aaron Wiggins qui startait les troisième quarts. Là, c'était Isaiah Joe. Et Daigneault a plutôt mis Wiggins de côté sur la seconde mi-temps parce que ouais, il apportait pas ce qu'il fallait en tout cas. Non, il a pas. Puis aussi parce qu'il y avait Cason Wallace dans le quatrième quart-temps qui s'est mis un peu à. Enfin, fin de troisième quart-temps, quatrième quart-temps, la deuxième mi-temps, il s'est mis à crever le plafond. Mais après, on parlera plus de l'individuel. Mais voilà, je trouve que OKC s'en est remis. Enfin, la seule manière d'OKC de remporter ce match, c'était sur du shot-making pur à mi-distance. Et heureusement, du côté d'OKC, leur superstar n'est pas blessé et leur superstar, enfin la superstar du Thunder, était dans un très 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 grand soir. On va peut-être parler un petit peu de cette défense de Casey. Moi, j'ai trouvé je suis un peu sceptique, on va dire, sur la défense de Casey dans le sens où je l'ai tweeté sur le live tweet. Il y a des situations où tu vois que Luka Doncic est clairement à 30-35% de ses capacités physiques. Pour moi, il y a des situations où je ne comprends pas pourquoi tu continues de trapper sur lui. Il y a beaucoup de situations où il y a une situation dans le troisième quart où c'est Luka Doncic qui est dans l'aile, mais pas vraiment à 45, plus à la ligne, espèce d'angle qui démarque vraiment la ligne droite et l'arc de cercle. Quoi. Ouais, ça arrête ton arc de cercle. Ça fait une cassure, quoi. En gros, ça fait un petit angle, ça fait une cassure sur l'arc de cercle. C'est après une pause d'écran sous le panier. Donc, Dallas force un switch entre Shai et Lugensdort pour pouvoir libérer Luka. Lugensdort, il ne vient pas vraiment trapper Luka. Il reste allé à 2 mètres, il reste à peu près sous le panier. Du coup, PJ Washington, il est grand ouvert dans son corner parce que normalement, c'est Shai qui est sur lui. Luka fait la passe de reversement, il met le 3 points grand ouvert. Genre, prend une décision, mais là, pour le coup, Lu Dort, il sert absolument à rien. Et même cette manière de venir trapper, on a vu que Shai était énormément frustré. Il y a une action aussi, c'est fin de troisième quart-temps, où c'est un 3 points manqué de Tim Hardaway. Kyrie, il est above the break, donc il est vraiment face au panier. Shai est sur lui. Cason Wallace, il vient doubler pour je ne sais quelle raison.
Du coup, Kyrie fait une passe pour Tim Hardaway qui, heureusement, manque son 3 points. Mais vous voyez, je vais mettre la vidéo pour illustrer, vous voyez que mais il lève les bras, l'air de dire, mais qu'est-ce que vous faites? Je le tiens en individuel parfaitement. Pourquoi vous venez doubler? Et je trouve que vraiment, cette différence entre le traitement qui est réservé à Shai Gilgeous-Alexander ou Dallas, ils viennent moins doubler. Alors j'ai vu des tweets disant que Dallas défendait Shai en 1 contre 1. Non, je suis pas d'accord. Il y a plein de situations où ils viennent aider sous la raquette. Typiquement, les 2 passes là pour le 3 points de Chet Holmgren et le 3 points de Lou Dort, ils sont 4 à l'attente dans la raquette. C'est pas vrai de dire qu'ils défendent en 1 contre 1. Est-ce qu'ils trappent moins que les Pélicans, par exemple? Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils doublent moins? Oui, bien sûr. Mais ils le défendent pas toujours en 1 contre 1. Par contre, de l'autre côté, OKC, que ce soit sur Luka à 30% de ses capacités ou sur Kyrie qui a vraiment pas été très très bon sur ce match 4, on vient systématiquement doubler et du coup ça crée des décalages. Donc voilà, défensivement, après je vais sans trop monopoliser la parole, mais après je vais parler aussi du fait que la pose d'écran entre Dallas et OKC, c'est pas du tout les mêmes, que chez défensivement n'a pas été très bon non plus. Mais vraiment, je crois que j'en avais parlé sur le Game 3, je ne comprends pas pourquoi tu viens autant doubler ou trapper, parfois sans réel danger en plus, sur un Luka Doncic à 30% de ses capacités physiques. Ouais, c'est vrai. Surtout que tu laisses des corners à 3 points ouverts à PJ Washington, que tu le fasses au Game 2, là où il n'avait pas encore pris feu, tu te dis, ok, là, il y a le Game 2, Game 3, et là, sur ce Game 4, il est toujours en feu, PJ Washington, il est en train de faire... c'est Paul George, le mec, c'est incroyable. Il a fait un wedgie à 3 points, par contre. Wedgie, c'est quand la balle elle reste bloquée, tu sais, entre l'arceau. Ouais, il la bloque, ouais. Mais il n'a pas été bon tout le temps, PJ Washington. Il termine encore à 5 sur 11 à 3 points. Par contre, disons que c'est plus inconstant. C'est plus inconstant. Il y avait des moments, il termine à 3 sur 9 en deuxième mi-temps. Il y avait des moments où il pouvait vraiment plier le match, où il ne l'a pas toujours plié. Mais il nous a encore mis une sauce bien salée, on va dire. C'est pas mal. Disons, pour PJ Washington, qui n'était pas titulaire à Charlotte, c'est quand même des sacrés playoffs qu'il est en train d'envoyer. Ouais. Mais ouais, non, c'est vrai que doubler sur Luka, alors que tu as PJ Washington qui te met la sauce depuis 3 matchs et que tu continues à faire ça, alors que Luka, il fait pas un bon match. Hein. Il fait vraiment pas un bon match là sur ce Game 4. Tu vois, il est en triple-double, mais bon, c'est le triple-double pour la photo. Il a 18 points, 6 sur 20, 10 passes, mais 7 turnovers. Vraiment, c'est un match très compliqué pour Luka Doncic. J'ai rarement vu gâcher autant. Il y a des passes en tribune, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, c'est... Au-delà même de la blessure, il y a des choix de Luka Doncic des fois qui sont pas habituels, honnêtement, mais tant mieux. Hein. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est assez incompréhensible. L'avantage côté OKC, c'est que même en continuant de trapper Luka, t'as pas Kyrie qui prend les responsabilités. Kyrie, il prend que 11 tirs encore. Au-delà même de la réussite, normalement, Kyrie, il est censé, quand Luka se fait trapper, il est censé prendre 20 tirs. C'est pas censé être une question. Et là, c'est vrai que sur la série, on se dit, ouais, Kyrie, c'est propre, il laisse le ballon aux coéquipiers, etc. Bah, c'est cool quand ça marche bien et que les coéquipiers rendent tout. Par contre, quand tu fais un match où ton équipe est à moins de 100 points offensivement, bah, il y a besoin que toi, en tant que lieutenant, tu take over. Et pour l'instant, le Thunder n'a pas été sanctionné là-dessus, sur le fait de trapper Luka, parce que Kyrie se planque un peu offensivement. C'est très... avec des guillemets, hein, se planque. Hein. Il privilégie plutôt mettre en rythme les coéquipiers. Mais il y a un moment où il doit prendre les responsabilités. Là, sur ce genre de match, il doit prendre des tirs, Kyrie. Disons que l'avantage en soi, c'est que sur les trappes, on va dire que la passe qui est faite à un joueur de Dallas lorsque tu viens trapper sur Luka, c'est rarement Kyrie. C'est plus PJ Washington, c'est plus Derrick Jones Jr. Derrick Jones Jr. qui offensivement a fait un bon match aussi. Je trouve que voilà, en fait Kyrie, on a été sanctionné sur le Game 3, mais c'est sur de la création individuelle. C'est ce qu'ils ont voulu faire. En fait, ils ont voulu un peu répliquer le schéma du match 3 où pendant 3 quarts temps, tu serres les shooters ouverts et dans le 4e, tu donnes de la création à Luka et tu donnes de la création à Kyrie pour qu'ils viennent scorer sur de la création individuelle, sur du dribble, parce que finalement, Kyrie, il prend 5 tirs dans le 4e quart, donc ça fait quoi? Ça fait 50% de ses tirs, c'est ça? Ouais, parce qu'il termine à 4 sur 11, donc il prend quasiment 50% de ses tirs dans le 4e quart. Luka, il prend 25% de ses tirs dans le 4e quart aussi, même si voilà, il y a le dernier à 3 points où il y a plus 4 qui compte pas vraiment. Donc, on va dire qu'au moins sur la passe sur la passe qui est faite pour les joueurs de Dallas après une trappe, c'est rarement Kyrie. Mais il y a des situations, en première mi-temps, playmaking, il est très bon. C'est ce qu'on avait dit sur le débrief du Game 3. Il n'y a pas besoin que Kyrie soit autant omniprésent au scoring parce que les autres mettent dedans. Et c'est juste sur les situations de 4e quart où il faut par contre que tu
ait besoin de quelqu'un capable de faire de la création individuelle via le dribble, où tu peux avoir un Kyrie qui sanctionne, ce qu'ils avaient très bien fait encore une fois sur le game 3, sur le game 4, là où ils sont passés à travers. Mais voilà, je sais pas si les fans des Mavs nous écoutent, mais globalement, c'est un peu Luka et Kyrie qui passent à travers sur ce match aussi. C'est un peu eux qui ont failli, contrairement au match 3 où voilà, ils avaient été de bien meilleure qualité. Et Luka, il y a des situations, la prise de décision n'est pas bonne, il y a des tirs qui sont loupés parce qu'il y a des limitations physiques. Pourtant, je trouve que c'est le meilleur match défensif de la série de Luka. J'ai trouvé plutôt bon et loin d'être une liability, sachant qu'on l'a un peu plus ciblé en plus sur ce match 4. Et il était temps qu'on le cible d'ailleurs, parce que Oui. ça faisait quelques temps qu'on le réclamait. Oui. Mais ouais. Non, c'est vrai que tu disais, oui, ils ont plus l'habitude de laisser les shooters se mettre en rythme, ce qui est une très bonne stratégie, parce que en reposant beaucoup sur ton shotmaking dans le 4e quart, si jamais la défense s'adapte et te laisse pas te reposer là-dessus, bah t'as tes mecs autour qui ont touché la balle, ont pu prendre des tirs. Tu vois, c'est pas le mec, c'est pas PJ Tucker qui prend un tir par match et du coup bah il est pas en rythme parce qu'il touche jamais le ballon, quoi. Donc Bien sûr. les coéquipiers, les role-players de Dallas touchent la balle et peuvent se mettre en rythme et participer au jeu offensif. Là, le petit problème côté Kyrie, c'est qu'il fallait le faire dès le 3e quart, ça. Parce que le 3e quart-temps, Dallas met 15 points, ils sont en panne offensive totale, ils sont mangés. Là, à ce moment-là, tu t'attends à ce que Luka et Kyrie, Luka, il a pris ses tirs, il les a pas mis, mais au moins il les a pris, entre guillemets. Tu t'attends à ce que Kyrie en prenne un peu plus qu'un 1 sur 2 dans le 3e quart-temps. Ouais, je suis d'accord. Même si finalement, tu vois, ce côté un peu on sert les autres, il leur a quand même servi dans le 4e quart, parce que même dans le 4e quart, il y a toujours ces situations de lob pour Derek Lively ou pour Daniel Gafford ou pour Derrick Jones Jr. Et c'est sur ce match-là où je trouve que chez défensivement, alors on parlera de la perf offensive qui est extraordinaire. Défensivement, il y a plein de situations de rotation où il n'est pas dans le bon tempo. Il y a 2 lobes de PJ Washington dans le 4e quart, il fait pas le repli défensif quand il faut. Enfin voilà, ça m'avait pas sauté aux yeux sur le live tweet. Par contre, en revoyant là, je me dis, il y a beaucoup de situations où il est un peu paumé, et limite en individuel, j'ai préféré sa défense en individuel, notamment sur PJ Washington dans le 4e quart, où il y a une situation où il essaye de le post-up un peu dans le clutch, il fait un tir un peu compliqué, ça ressort. J'ai limite plus préféré sa défense sur l'homme que sa défense off-ball, où il était beaucoup plus impliqué. Et finalement, ces deflections ou ces interceptions sur les lignes de passe, on les a pas trop vues sur cette série, finalement. C'est un peu contre-intuitif. Ouais. Tous les gens qui regardent pas OKC disent que Chess c'est un super défenseur sur l'homme, alors que dans les faits, pas tellement. c'est plutôt en free safety qu'il est très bon. Là, ce match-là, c'était l'inverse. Ouais. Il s'est passé beaucoup de choses bizarres sur ce match. Ouais, un match assez paranormal. Ouais. Non, moi défensivement, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a vraiment eu un switch défensif entre la première et la deuxième mi-temps, surtout entre le premier quart-temps et le reste. On va dire que le premier quart-temps est vraiment pas bon. OKC se fait manger. Littéralement, tu vois ce qu'on a dit sur l'attaque d'OKC où Dallas laissait pas de tir au cercle et contestait plutôt bien les 3 points du Thunder. Ça a été tout l'inverse sur le premier quart-temps défensivement OKC. Tu avais des 3 points grands ouverts pour tout le monde. Tu pouvais te servir comme tu voulais. Il y avait des espaces au cercle énormes. Ils ont beaucoup profité en fait en début de match de Josh Giddey pour le cibler sur chaque possession. Ouais. Où il jouait du pick and roll, de l'ISO sur Giddey, ils allaient à chaque fois sur lui. Et quand Giddey est sorti, il y a eu quelques minutes de répit où c'était Wiggins à la place, où du coup tu avais un collectif un peu plus fonctionnel défensivement. Et après tu as Jalen qui a remplacé Chet. Et là pareil, Dallas ils ont recommencé, ils ont ciblé Jalen sur chaque possession. Et le premier quart-temps, Dallas met 30 points et ils ont parfaitement ciblé en fait les points faibles d'OKC. Ils ont très bien aussi limité l'impact de Chet dans le premier quart-temps défensivement, où il le sortait énormément du cercle. Bah justement, il y a des possessions où tu te retrouves sur un pick and roll où Gafford est servi sous le cercle, défendu par Josh Giddey, et où Chet, du coup, il est rendu au large. Bah là, sur ce genre de situation, tu peux rien faire défensivement. Giddey, il peut pas stopper Gafford qui va dunker. Donc, ouais, c'est un premier carton où OKC était vraiment à la rue défensivement. Et après, ça s'est beaucoup plus réajusté. On a eu plus de line-up fonctionnel défensivement. On a eu moins de Giddey, évidemment. Après, on va pas taper gratos sur Giddey. Hein. On a eu un peu moins de Jay Will. On a eu plus de Kayson Wallace, par exemple, qui a été très bon défensivement. On a eu plus de cohérence. Et le troisième quart-temps, je pense, c'est le moment c'est pas celui qui nous fait gagner le match, mais c'est celui qui nous fait ne pas le perdre. Où Dallas met que 15 points. Et où OKC est vraiment, commence pas très bien le quart-temps défensivement. Et après, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant avec du Chet très bon en protection de cercle,
avec de la bonne activité, seulement 2 interceptions, tu vois, c'est pas forcément sur de la grosse agressivité défensive qu'OKC a fait la différence, mais c'était très solide et il y a aucun tir facile qui était laissé aux Mavs, qui finissent sur ce 3e quart-temps à 5/20 au tir. Voilà, ils ont vraiment pas été bons. Ils ont eu un seul rebond offensif. Enfin, vraiment, tu vois, pareil, ce premier quart-temps au rebond offensif, c'est un peu la foire à la saucisse. Tu laisses les Mavs se servir, le 3e quart-temps, tu verrouilles tout et ça a fait la différence, quoi. C'est là où tu fais ton run. Ouais, d'ailleurs, on n'en a pas parlé sur l'aspect offensif, mais le rebond offensif. Alors déjà, OKC termine avec seulement 2 rebonds de moins. Surtout le rebond offensif dans le 4e quart, où OKC en prend 4, avec des possessions qui sont importantes. C'est-à-dire que Dallas prend 4 rebonds offensifs. J'ai l'impression qu'OKC a plus scoré sur les rebonds offensifs dans le 4e que Dallas n'a scoré sur leurs rebonds. Mais après, oui, défensivement, dans le 3e quart-temps, je suis d'accord avec toi. Premier quart-temps, la défense sur pick and roll d'OKC, catastrophique. Elle est catastrophique. Et moi, ça m'amène sur un point qui m'a frappé vraiment en voyant le replay. Et ça fait un peu la transition entre l'attaque d'OKC et l'attaque de Dallas. C'est, en fait, quand Daniel Gafford pose un écran, il y a une séparation qui se crée. Quand un joueur d'OKC pose un écran, que ce soit Josh Giddey, que ce soit Chet Holmgren, que ce soit Jalen Williams, il n'y a pas de séparation. Remettez-moi Steven Adams pour qu'il mette des écrans là, XXL, des écrans plasma là, pour que ça puisse libérer. Oui, alors non, parce que défensivement, là, pour le coup, ça aurait été... Pour les écrans, juste pour les écrans. Ouais, ça aurait été... Alors déjà, Dallas est bien meilleur que nous pour attaquer direct après la pose d'écran. C'est-à-dire que nous, on fait un écran, mais généralement, c'est pour forcer un switch ou après, c'est pour tricoter. Dallas, il y a une pose d'écran et à peine l'écran est posé, ils attaquent le cercle, ils essayent de créer du mouvement, ils essayent de faire un jeu de passe, etc. Nous, on ne le fait pas. Mais vraiment, sur les écrans de Daniel Gafford ou les écrans de Derrick Jones Jr. ou les écrans de Derrick Lively, je me dis, ouais, il y a une vraie séparation. Et c'est aussi une explication au fait que Dallas arrive beaucoup plus à trouver les joueurs en mouvement parce que tu dois compenser un écran de retard parce que Chet, du coup, il se retrouve souvent sur des situations, notamment dans le premier quart-temps, où il s'est retrouvé un peu abandonné par ses coéquipiers et il se retrouve à devoir faire un choix. Donc, soit il sort sur Luka et du coup, il va se manger le dunk de Derrick Lively derrière, soit il drop et il se mange un flotteur, soit de Kyrie, soit de Luka. Je l'ai trouvé plutôt excellent, encore une fois, défensivement sur ce match. Même, voilà, il a mis quelques paniers précieux en attaque, notamment en deuxième mi-temps. Il a mis 2 lancers qui sont très précieux pour passer à +3. Et voilà, défensivement, il a encore été excellent. Il s'est battu sur les rebonds. Il a été vraiment très bon. Et premier carton un peu abandonné, c'est vraiment la pose d'écran où je me dis, mais OKC n'a aucun profil capable de créer autant de séparation sur la prise d'écran. Et ça aurait pu aider un petit peu à fluidifier le jeu en attaque ou en tout cas à aider à créer une certaine séparation que tu n'arrives pas à créer via le dribble pour la plupart des joueurs du Sun. Bah, c'est un peu le contrepoids de la motion offense développée par Daigneault, c'est qu'il y a peu de pick and roll efficace qui est développé. Là où Dallas, ils ont le personnel parfait. Gafford, Lively, c'est du pivot rim runner classique qui sait très bien faire ça. Puis Luka Doncic et Kyrie Irving qui mènent un pick and roll, c'est pas dégueulasse, comme on dit. Oui. Il y a pire. Oui, et puis aussi parce que c'est pas la même vision de jeu. Enfin, aussi. Luka va souvent trouver l'intérieur. Alors, je suis d'accord avec toi pour dire que Gafford et Lively, globalement, sont des meilleurs rollers que Chet et roulent plus souvent que Chet. Tu as des situations où Chet, il peut être un peu plus servi, que ce soit sur du pop. Il me semble, je ne vais pas réussir à avoir retrouvé l'action, mais il y a une passe de Kayson Wallace, ou un drive de Darren Wiggins, je crois, où ça vient doubler sur lui après un pick and pop de Chet, il n'est pas servi. Il y a une situation où Shea, il arrive à avoir un petit accès au cercle. Tu sens que globalement, tu as une passe qui est un peu possible pour Chet au niveau du dunker spot. Il ne la fait pas non plus. Finalement, la seule situation où on l'a vu sur lob, c'est la toute première action du match où il fait un flare screen et où c'est J-Dub qui le sert sur lob. Et il y a une action en sortie de temps mort aussi dans le 4e quart-temps où c'est Shea qui le trouve sur lob. Et sinon, en dehors de ça, assez peu de situations de rollman et tu avais même parfois Lou Dort dans le dunker spot. Et là, pour le coup, dans le dunker spot, c'est toujours un peu funky. S'il avait la détente de Derrick Jones Jr., ça aurait du sens. Mais bon, Dort, il a du mal à dunker déjà. Ouais, il a du mal à faire l'impulsion de ses 2 pieds. Il est costaud. Hein. Il est costaud, Dort. Il faut porter tout ce poids. Hein. Mais non, tu parlais du rebond offensif côté OKC dans le 4e quart qui est très important. Tu vois, j'ai taillé Jalen sur sa prestation défensive dans le premier quart. Par contre, dans le 4e quart-temps, il y a 3 rebonds offensifs. Il est omniprésent dans ce secteur-là. Il joue que 2 minutes dans le 4e quart-temps.
et pourtant il bouffe tous les ballons sur rebond offensif. Et il y a un panier ultra important dans ce match qui vient de 2 rebonds offensifs d'OKC. T'as Chet qui prend le rebond off, t'as un tir raté, alors j'ai plus en tête qui a raté le tir, mais t'as Jalen qui va récupérer le rebond offensif. Après il y a un ballon qui sort, Degnault prend un challenge, ça passe, et du coup J-Dub après marque un 2+1. Et c'est un moment où tu reviens à 4 points. C'est ce moment-là, justement, où tu reviens à 4 points de Dallas et où ça vient de deux rebonds offensifs très importants de la part de tes intérieurs. Où, voilà, c'est pas ce qu'on voyait, en première mi-temps. Et où OKC a été plus agressif, plus combatif au rebond, en tout cas, que sur l'entame de match. Oui, et puis même le panier pour revenir à -2. Alors, je pense que c'est le panier pour revenir à -2, là, en regardant le play-by-play, qui vient d'un rebond off de Jalen. Après, c'est Shai qui vient mettre le jump shot, et du coup, Dallas est obligé de prendre temps bas. Parce que pour revenir à -4, il n'y a pas de rebond off. Donc, je pense que. Ouais, parce qu'après, OKC pense. T'as un challenge OKC passe après le devant. rebond off pour le -4. Mais oui, je crois que le -2, c'est Shai, il fait l'ISO sur Washington. Oui, tout à fait. Non, ça, c'est le. Enfin, oui, pour revenir à -4, c'est sur le N1 de J-Dub. Mais tu as aussi une situation où c'est un autre rebond, justement, de Jalen pour donner le panier à Shai pour passer devant. Enfin, pour revenir à -2. Alors, le compteur est déjà en train d'exploser, mais bon, c'est pas très grave. C'est un match on va dire, qui mérite. Du coup, avant de faire l'éloge de Monsieur Chevante, Haitian Gidius Alexander, je voudrais parler un petit peu avec toi, Tom, de ce 4e quart-temps, puisque sur les 100 points marqués, OKC on met 35 dans ce 4e quart-temps, 140 d'offensive rating. OKC met même 30 points, non, 25 points en 7 minutes. Puisque finalement tu ne mets que 5 points sur les... Non, tu mets 10 points, pardon, excusez-moi, mes maths, mes calculs mathématiques, les calculs sont pas bons. Ok, si, mais que 10 points en 5 minutes, par contre on met 25 sur les 7 derniers. Selon toi, Tom, qu'est-ce qui a permis de débloquer un petit peu ce schéma offensif? Les tirs, bien évidemment, qui sont un peu tombés dedans, les tirs à 3 points, mais aussi une certaine envie, on va dire, de libérer chez Gidius Alexander, notamment en le servant sur du poste. Ouais, voilà, on a retrouvé du mouvement de balle bien plus cohérent que sur le reste du match. Sur le match, OKC fait 18 passes D, dans le 4e quart-temps, il y en a 8. 8 sur les 12 paniers rentrés, c'est pas anodin du tout. Le ballon a beaucoup mieux circulé. OKC a enfin réussi à trouver des bons spots de tir, donc comme tu l'as dit, servir Shai sur du post-up, un peu à la manière de ce que faisaient les Pélicans avec Brandon Ingram pour essayer de le libérer de Dort, de lui filer la balle plus tard dans la possession, pour qu'il ait moins son défenseur collé à lui et qu'il ait plus le temps de préparer son tir. Shai a été beaucoup mieux libéré là-dessus. Puis même, il y a les 3 points qui sont rentrés. Tu as eu des meilleurs 3 points déjà que sur le reste du match. Chet, Dort ont mis des paniers importants. Mais ouais, voilà, le ballon a beaucoup mieux circulé. On a retrouvé en fait une attaque d'OKC fonctionnelle. Et on a eu notamment cette fin de match où Shai est très pertinent sur du playmaking et où cette tactique, tu vois, tu disais que Shai il le trappait pas comme nous on trappe Luka Doncic. Il défend plus Shai en entonnoir. Un peu comme le Heat défend Yanis par exemple, où ils défendent pas Shai dès la ligne à 3 points, mais ils attendent qu'il rentre sur du spot mi-distance pour se regrouper sur lui et pour l'enfermer un peu dans ce spot-là. Bon, sur ce match-là, ça n'a pas réussi parce qu'il a sorti une prestation monstrueuse, mais du coup, c'est une stratégie qui marchait plutôt bien dans les 3 premiers quart-temps parce que tu coupais un peu Shai du reste de l'attaque et il y avait beaucoup moins de mouvements de balle et ça reposait beaucoup trop sur le talent scoring de Shai. Là, le 4e quart-temps, on a vu qu'OKC a réussi à casser un peu cette tactique-là pour trouver des spots plus ouverts, des meilleurs tirs et réussir à sanctionner cette défense. C'est vrai que c'est pas rien de foutre 35 points dans ce 4e quart-temps parce que ça veut dire qu'on en a mis 65 en 3 quart-temps avant. On n'était vraiment pas sur des bases offensives incroyables. Et là, tu as enfin trouvé du rythme. Donc, je disais, le 3e quart-temps, là où Dallas met 15 points, c'est un peu le premier point d'inflexion du match où tu recolles au score. Tu fais la différence sur une petite explosion offensive. Ouais, disons que le 3e quart-temps, heureusement que Shai en met 12, parce que sinon, je pense qu'OKC aurait mis 5 points aussi. Non, mais sur ce 4e quart-temps, là, du coup, on va passer complètement sur l'individuel et passer complètement sur le match de Shai. En fait, ce qu'a fait OKC, et il l'avait un peu fait au début
au début enfin, en fin de première mi-temps, c'est ce qu'on a vu quasiment toute la saison, c'est situation de Shai qui pose un écran pour J-Dub. Shai se met dos au panier à peu près en tête de raquette, enfin vraiment au tout début de tête de raquette face au panier. Et du coup, comme ils viennent pas, comme tu l'as dit, comme ils viennent pas doubler, il le laisse jouer son isolation. Et regardez le quatrième quart, bien sûr, je mettrai quelques petites actions pour illustrer. Regardez le quatrième quart, surtout les 5 dernières minutes, quasi toutes les actions du Thunder passent comme ça. Et sur le match de Shai, bon, le match, il est très costaud, hein. Il est très costaud, honnêtement. Pour moi, il y a ce côté un peu. Il m'a fait penser à Kawhi Leonard sur ce quatrième quart-temps. Sur ce côté, donnez-moi la balle, je vais scorer sur du mi-distance et vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Très honnêtement, il a compris, on parlera de J-Dub après, il a compris ce que J-Dub n'a pas compris, c'était que l'accès au cercle était bouché et il fallait les jouer sur du shot-making à mi-distance. Alors on a quand même, OKC a quand même pas mal de chance, c'est que le shot-making de Shai sur ce match, c'est pas le shot-making qu'on a eu tous les soirs, parce que là il est vraiment exceptionnel sur le shot-making. La stat est sortie, il met 14 tirs, il n'y en a aucun qui sont au cercle ou à 3 points. Donc globalement, c'est 14 tirs sur du mi-distance où il doit mettre un flotteur à un moment à 1 ou 2 mètres du panier, c'est tout. Donc voilà, vraiment masterclass de shotmaking. Et comme tu l'as dit, le playmaking où il met, du coup, il met 6 points de suite pour remettre les deux équipes à égalité. Il met 12 points dans le premier quart-temps. Et ça, c'est un truc que j'avais tweeté aussi à la mi-temps. Il termine avec 9 tirs à la fin de la première mi-temps. C'était pas assez. C'était vraiment pas assez. Je me disais, quitte à mourir, autant de mettre Shai à 30 tirs tentés, très honnêtement. Et c'est ce qu'il a fait, puisqu'il tente 18 tirs en deuxième mi-temps. Et vraiment, le playmaking où Dallas, à un moment, ils se disent, bon, on s'est pris un jumper, 2 jumpers, 3 jumpers de suite à mi-distance, on va peut-être commencer à sortir quand il commence à driver. Et du coup, quand il commence à sortir, au lieu de s'entêter à driver comme il avait fait sur la fin du match 3, où il va chercher une faute offensive, où il envoie une patate chaude à Dort, et ben là, pour le coup, les passes, pour Chet dans le corner à 3 points, pour Dort à 45 degrés à 3 points, le timing est parfait, il y a 4 joueurs dessus, c'est exactement ce que tu voulais voir de Shai Gilgeous-Alexander. Donc oui, si OKC remporte ce match 4, c'est parce qu'il a joué comme un des 10, 5 meilleurs joueurs du monde, comme cette série, il assume complètement son statut et que, voilà, oui, Luka est à 30% certes, mais il n'y a pas trop de débat sur le meilleur joueur de la série. Ouais, voilà, Shai est le meilleur joueur de la série d'assez loin, je trouve. Et ouais, il a sorti une performance de superstar, de ce qu'on attend d'un joueur qui doit porter son équipe. Je suis sur la shot chart de Shai, elle est vachement sympa. Honnêtement, Ouais, je vous elle invite à fait aller la ça à voir. peu près. Enfin, pas Ouais, trop ouais. à droite, mais plus à gauche et un peu là au milieu, quoi. Voilà. À droite, il y a beaucoup de croix. Il rate Ouais. beaucoup de tirs, beaucoup de mi-distance à droite. Par contre, ceux à gauche, ils rentrent tous. Hein. C'est Ouais. vraiment insupportable, je pense, pour Dont les un tir, défenseurs de Dallas. dont un tir où il est derrière le panier, ça c'est sa spécialité. Je pense que c'est son petit tir où il est derrière le panier, c'est pour revenir à 86 partout. Ça c'est des tirs. Tentez-le chez vous, vous n'allez pas le réussir tout de suite, je pense. Ah, c'est un tir dehors, ça. C'est pas un tir que tu sors en playoff normalement. Ouais. Mais ouais, non, c'est un match énorme. Tu l'as dit, il a pas très bien défendu, Shai, mais par contre en attaque, qu'est-ce qu'il a été fort. Il met un tir de nos points déjà, Oui. ce qui est pas mal. Et ouais, non, il a été excellent parce que Dallas a plutôt bien défendu en fait sur Shai. Ils pouvaient pas faire grand chose de plus. Hein. Ils le comprimaient, on va dire, quand ils arrivaient à mi-distance. Ils lui ont refusé l'accès au drive parce qu'il rentre aucun drive, mais il en tente très peu. Il en tente 2, je crois, 2 ou 3. Ouais, il a un tir au cercle à un moment sur transition et il y en a un autre où il perd la balle. Enfin, c'est challengé par Jason Kidd et où il perd la balle. Il perd ses appuis où il est rattrapé par Tyrese Maxey et les anciens de We Are Thunder qui étaient là pour la draft 2020 savent à quel point ça me fait mal de voir Tyrese Maxey et Shai Gilgeous-Alexander sur la même photo parce que je pense à la capacité de pull-up de Tyrese Maxey à 3 points dans cette équipe et je me dis ce serait quand même un peu mieux que Josh Giddey. Mais bref, non, mais sur Shai après. Voilà, comme tu l'as dit, Dallas a très bien défendu, mais il y a des tirs de shotmaking. Il y en a un là où il est pris à 2, c'est sur sa gauche, il envoie un espèce de flotteur où il est à 3 mètres, c'est dans le troisième quart. Ça, c'est n'importe quoi aussi. Ça, c'est n'importe quoi. Donc, Ouais, puis t'as des tirs qui rentrent où il touche pas un gramme d'arceau, où tu sens que c'est son match, il est en feu total. Et ouais, non, tu vois, on réclamait une grosse série de Shai contre Dallas parce que contre les Pélicans, il avait été correct, mais sans plus.
Pour l'instant, sur les 4 matchs, il y a le game 3 où le finish est pas très beau. Mais sinon, sur la série, globalement, il est au niveau, hein. Il y a pas grand-chose à dire. Oui, et puis surtout, tu vois, tu parlais du fait qu'il avait mis un tiers des points de l'équipe. On rigolait là en off juste avant parce qu'on regardait la dernière fois qu'une équipe avait gagné un match en étant aussi faible au pourcentage au tir. Je disais, mais la dernière fois qu'une équipe avait gagné un match en étant à 35% à 3 points, c'était les Cavs en 2015 avec LeBron qui tire à 11 sur 37. Là, Shea, il termine à 14 sur 27. C'est-à-dire que Shea a mis 14 tirs. Le reste du Thunder en a mis 21. Pour vous donner une idée. Et si vous enlevez le pourcentage au tir de Shea, le reste du Thunder a tiré à 32% sur le match, sachant qu'il y a Chet qui est à 6 sur 9. Donc ça vous donne un ordre d'idée de la performance gargantuesque de Shea, en espérant qu'il poursuive sur les 2 ou 3 matchs restants de la série. On va parler de J-Dub, qui lui a été plus en difficulté. Alors, honnêtement, on va être honnête, il ne s'est pas caché pour le coup. Par contre, de là à dire qu'il a fait un bon match, non plus. Tom, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce match de J-Dub? Un peu compliqué, voire même très compliqué à certains aspects. Alors, on va commencer par le positif, parce qu'il faut toujours le voir, le positif dans la vie. 2 choses, tu l'as dit, il s'est pas caché, il a pris 19 tirs. C'est ce qu'on attend de la part de J-Dub, c'est une deuxième option offensive. Il faut prendre ses responsabilités, donc c'est bien. Si ça avait été Lugensdorf, le deuxième joueur ayant pris le plus de tirs, il était à 14 quand même, Dort. Mais si ça avait été lui qui avait pris 19 tirs, on aurait bien gueulé sur Dort et sur J-Dub. Ouais. Mais il y a ça et il y a sa bonne performance défensive. Je l'ai trouvé vraiment intéressant de ce côté du terrain. Par contre, en attaque, c'était un poulet sans tête. Vraiment, c'était vraiment pas bon. Tu l'as dit, Shea s'est arrêté à mi-distance parce qu'il n'y avait pas d'espace en drive et il a compris que ça allait être via du shot making qu'il allait pouvoir apporter. J-Dub, il a continué à foncer dans le tas et il s'est fait contrer par tout Dallas. Gafford, Derrick Jones, Lively, ils l'ont tous bien contré, quoi. Et si Dallas finit à 13 contre, il y en a, j'ai pas compté, mais il y en a, facile 4 sur J-Dub, hein. 4 ou 5, hein. Franchement, c'était pas bon. Et il a pas tenté tant de mi-distance que ça. C'est ça qui est assez décevant. C'est un joueur où on dit souvent, faudrait qu'il prenne peut-être un peu plus de pull-up à 3 points, tu vois, en termes d'efficience au tir. Parce qu'il est hyper adroit à 3 points, mais il prend des tirs entre guillemets faciles ou alors des step back à 3 points quand il est en feu. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Oui, et puis c'est un faible volume. Voilà, et c'est un faible volume. Et on aimerait qu'il prenne plus de 3 points en volume parce que, les pourcentages seront peut-être moins bons, mais à terme, si tu calcules les 3 points, ça va valoir plus que du mi-distance. Et donc, OKC sera gagnant. Parce qu'en plus, ça va. Puis ça débloque aussi, ça débloque plein de trucs aussi en attaque. S'il a le pull-up à 3 points sur un plus gros volume. Voilà. Et là, là, ça aurait été le contraire. On voulait qu'il retourne à son mi-distance parce que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et là, je suis sur sa shot chart. Il a tenté 5 tirs à mi-distance. Je dis pas de bêtises. Il y a dans la raquette, il y a énormément de tirs. Il y en a 2 à 3 points, 5 à mi-distance. Et du coup, le reste, donc ça fait 12 tirs dans la raquette. Voilà. Ça n'a pas été dans la plupart des matchs, ça aurait été plutôt une bonne répartition de tirs. Ça aurait été une répartition de tirs de joueurs qui agressent beaucoup le panier. Là, dans ce cas-là, il fallait prendre du mi-distance parce que Dallas fermait très bien l'accès au cercle et il n'a pas su lire cette adaptation-là à faire. Et du coup, ça donne pas un bon match de J-Dub, qui marque quand même un panier important en fin de match. Un panier assez chanceux où il se retrouve dans le corner gauche à dribbler, il foire son dribble et en foirant son dribble, il arrive à passer son défenseur. Je sais pas comment il s'est débrouillé pour faire ça. C'est Derek Lively qui se foire parce que je pense qu'il devait s'attendre à ce qu'il y ait une trappe qui vienne avec lui. Et du coup, il va sur sa gauche et du coup, il laisse le demi-espace à J-Dub pour pouvoir driver ligne de fond et pour pouvoir dunker. Mais je pense il a 2 doigts de perdre la balle, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est plus une erreur de Lively en soi qui soit s'attendait à une trappe, soit fait le tout petit pas de côté vers la gauche qui permet à J-Dub de driver baseline. Ouais, parce qu'il monte plutôt bien, mais c'est vrai qu'il a un peu. Il y a l'espace pour driver les lignes de fond, quoi. Mais je sais pas si c'était ce que voulait faire J-Dub, hein. Franchement, vu comment il était parti, c'était pas sûr. Mais en tout cas, oui, c'est globalement une série compliquée pour J-Dub et c'est un match là encore compliqué. Un joueur à 5 sur 19, tu peux pas être satisfait de la production de J-Dub sur ce match.
Ouais, pas grand-chose à rajouter. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que au moins, il s'est pas caché, contrairement au Game 3. Par contre, il y a des situations où tu es vraiment en galère sur de la création individuelle, comme tu l'as dit. Il s'est fait pas mal contrer au cercle et même sur du pur 1v1, que ce soit sur Kairi ou sur Luka, il a parfois manqué un petit peu de réussite. Il a parfois un petit peu rushé, on va dire, ses actions où tu as des tirs qui sont très courts, tu as des airballs. Et tu sens que sur le N1 qu'il met, par exemple, enfin, il y a une espèce de frustration qui sort au moment de célébrer son M1. Et même sur transition, j'étais pas serein. C'est-à-dire qu'il y a des paniers qu'il met sur transition où il a deux doigts de se faire piquer la balle. Enfin, vraiment, dès que J-Dub avait la balle en main, j'étais pas spécialement serein. Et voilà, au moins, il a mis deux paniers, hein, parce il y a ce drive ligne de fond et du coup, il y a le dunk en transition suite à la perte de balle pour passer à plus 5 et 1 minute. Mais on était quand même pas très serein sur ce match, en espérant qu'il fasse mieux parce que voilà, on a cruellement besoin de son rendement offensif. Ouais, clairement. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette action où il explose complètement sur le N1. Ouais, tu sens tu sens qu'il en avait gros sur la patate là. Ouais. Il avait envie de tout lâcher. Ouais. Parlons de Lugensdort. Lugensdort qu'on a beaucoup vu en bien comme en pas bien. Ça, c'est du Lugensdort dans le texte. Il met un 3 points très important. Enfin, il met même 2-3 points très importants dans le quatrième quart-temps, dont celui qui fait passer OKC à plus 4, il me semble que c'est ça. Sur une passe de Shea. Après les drives de Lou Dort, bon, ça c'est les drives de Lou Dort. Je pense que le nombre de fois où il m'a frustré, là c'est pareil. Quand je vois Lou Dort, à 2 mètres du panier, franchement, je tremble. Je tremble, il me fait très peur. Euh, il explose au contact, il n'arrive pas à provoquer des fautes. Il y a un moment dans le quatrième quart, il envoie un flotteur main gauche encore dégueulasse. Mais lui aussi, on peut reprocher beaucoup de choses à Lugensdorf, mais pas de se cacher. Et pour le coup, voilà, je trouve qu'il met quand même 42% des 3 points de Casey sur le match, ce qui est déjà beaucoup en termes de pourcentage, même si tu n'en mets que 7. Il a mis des paniques cruciaux, il a provoqué une perte de balle en fin de quatrième, comme j'ai dit, pour passer à plus 5. Et défensivement, j'avais un peu beaucoup tapé sur sa défense au Game 3. Autant là, je trouve que sur ce Game 4, il a été beaucoup plus soft et beaucoup plus efficace, on va dire, notamment en deuxième mi-temps, où je l'ai vu très peu flopper et beaucoup plus propre sur le point of attack et notamment sur Luka Doncic. Ouais, premier mi-temps, il tente deux, trois petits flops. Il y a un moment où remise en jeu sur Luka, tu vois qu'il fait un geste de la tête comme ça, il recule un peu, il fait ouais non, c'est pas passé. Ouais. Et il y retourne. Ouais. Mais ouais, non, c'est une meilleure prestation défensive de Lugensdort. Ok, Luka a fait un mauvais match, mais s'il a fait un mauvais match, c'est aussi parce que Lugensdort a été plus propre dans sa défense. Et c'est ce qu'on attendait. Alors, il finit à 5 fautes, mais il joue 40 minutes. Il n'a pas vraiment eu de problème de faute, Lugensdort, sur ce match. Non. Et bah, on en a besoin de Lugensdort sur le terrain parce que pour défendre Luka Doncic, même blessé, il n'y a pas beaucoup de profils en NBA qui sont capables de le tenir physiquement sans faire trop de fautes. Donc voilà, en attaque, tu as dit qu'il avait mis 42% des 3 points d'OKC. Il a tenté plus d'un tiers des 3 points aussi d'OKC. Il en tente 10. Hein. Ouais, mais c'est moi. C'est moi. C'est 42 et 10 sur 27 en termes de pourcentage, c'est mieux. 3 sur 10, c'est plus adroit que le reste de l'équipe. Hein, donc, c'est 26% OKC, 30% Lugensdort. Bravo. Voilà. Mais il en tente 10, mais c'est vrai que les autres derrière, ils sont à 3. Quoi. C'est vraiment Lugensdort, il a arrosé comme il fallait. Ouais. Mais malgré le fait qu'on l'a dit, Dallas, il monte plutôt sur ses 3 points. Il le prend quand même. Et vaut mieux ça parce que oui, tu as dit sur les drives, Lugensdort, il y a vraiment. Je me rappelle qu'il y a quelques années, on avait Dort et JRE dans la même équipe. Je sais pas comment on pouvait finir un drive avec une line-up comme ça. On pouvait pas. Possible. Alors, on était fond de cuvette, hein. Il n'y a pas de secret. Mais ouais, non, c'est un match. Je pourrais pas dire que c'est un mauvais match de Dort parce que tu l'as dit, il se cache pas. Et c'est l'avantage et l'inconvénient de Lugensdort parce que c'est quand même pas un grand talent offensif, donc il se cache pas, mais il vendange quand même pas mal. Mais c'est quand même un mec qui continue de mettre de l'allant offensif, tu vois, qui hésite pas à tenter, quitte à foirer. C'est mieux que de le voir. On dirait que j'ai un truc contre PJ Tucker, mais je vais encore comparer à PJ Tucker. C'est mieux qu'un mec qui prend 1 ou 2 tirs dans le match, qui reste dans le corner et qui est pas influent offensivement. Lugensdort, il a un minimum de respectabilité à 3 points grâce à sa saison, mais grâce au fait aussi qu'il les prenne et qu'il prenne plutôt des bons tirs globalement. Donc ouais, c'est un match moyen correct, on va dire. Allez, on va être sympa, c'est un match correct de Lugensdort.
Disons que c'est un match classique de Luguensdorf dans une équipe d'OKC qui galère en attaque. C'est pas très efficace, mais au moins il tente et il met de l'intensité et de l'envie. Ouais, et puis avec les paniers, avec le supplément panier précieux dans le 4e quart-temps. Sachant qu'il prend 8 rebonds quand même, Lou Dort, dont 3 offensifs, et ça, il faut quand même pas le négliger, même si sur les 3 rebonds offensifs, il y en a certainement 3 qui sont issus de ses propres ratés. Toujours est-il que on va pas, sachant que voilà, on a déjà dépassé l'heure, donc on va pas en faire des caisses sur Chet Holmgren, sachant que voilà, on en a déjà parlé. Globalement, il fait à peu près le même match que les 3 autres matchs défensivement. En attaque, il a un peu mis dedans le Thunder, étant 2-0 sur cette série lorsque Chet Holmgren rentre un corner à 3 points. Donc, il faudrait peut-être un peu plus l'utiliser sur cet aspect-là. Non, je voudrais te lancer, Tom, sur Cason Wallace, qui a été un peu le game changer, très honnêtement, de ce match. Pourquoi il a été le game changer? Déjà parce que lui, il est à 2 sur 2 à 3 points et je crois que les deux, ils sont en transition. Hein. Il y en a un pour revenir à -4 dans le 4e quart. Il est pull-up, transition, rien à foutre. Donc, très important. Contesté, hein. Contesté en Je sais plus. pas, je sais pas s'il est contesté celui-là. Non, il est y a wide open. Celui-là? Ah, c'est peut-être l'autre alors dont je parle, où il y a Luka sur lui. Celui qui met. Non, les deux sont ouverts. Les deux sont relativement ouverts. Je ne sais pas souvenir là. Mais je mettrai. Je suis devant. J'ai la vidéo sous les yeux. Je la mettrai pour illustrer. Mais voilà, Cason Wallace qui a été un petit peu le game changer aussi parce que défensivement, ça a permis à OKC de mettre Cason Wallace sur Kyrie dans le clutch au 4e quart et du coup d'avoir J-Dub sur PJ Washington et de ne pas avoir le déficit de taille, plus les situations où il venait poser l'écran. Tom, est-ce qu'on peut dire que le Thunder remporte ce match grâce à Shai Gilgeous-Alexander, mais aussi un peu grâce à l'apport de Cason Wallace en deuxième mi-temps? Oui, clairement. C'est le deuxième meilleur joueur d'OKC sur ce match. Je pense. Ça se discute avec Chet, parce que Chet fait quand même un bon match. Mais c'est vrai que Cason, tu regardes les stats, il a 6 points. 6 points, 1 contre, une perte de balle. Bon, bah, ok, super. Mais tout ce qu'a fait Cason Wallace était important. Le timing de ce qu'il a fait, ses tirs à 3 points étaient dans des timings très importants. Défensivement, il y a des plays très importants à des moments importants du match. Et globalement, ouais, tout ce qu'il fait est propre. Et il a été hyper impactant. Tu l'as dit, défensivement, il a été pas mal sur Kyrie en fin de match. Il y a même quelques possessions où tu peux le voir sur Luka Doncic. C'est un truc qu'on voit globalement sur la série. Mais il est capable, sur certaines séquences, de défendre Luka Doncic, malgré le fait que Luka, c'est un ailier. Hein. C'est un poste 4, hein, physiquement, Luka Doncic. Cason Wallace s'en fout un peu parce qu'il joue plus grand que sa taille et qu'il est capable de plutôt bien défendre sur ce genre de profil. Ouais, non, c'est une super entrée de Cason Wallace. C'est lui qui a fini le match à la place de Giddey. On se demande à chaque match, à chaque fois, qui va finir à la place de Giddey dans le 5. Il y a un suspense sur le 5e homme à chaque fois. Bon, ça a été Wiggins Game 1, ça a été Isaiah Joe Game 3, par exemple. Là, c'est Cason Wallace et c'était totalement mérité parce que c'est le joueur le plus impactant du banc et c'est un des plus impactants du match tout court, en fait. Il a été très bon. Et dans un match où OKC, il y a eu pas mal d'erreurs, de déchets, entre guillemets, même si c'était moins du déchet perte de balle, mais il y a eu un manque de bons choix de la part d'OKC. Ça faisait du bien d'avoir un joueur comme Cason Wallace qui est très propre et qui fait les bons choix, qui fait les bonnes lectures et qui apporte de la cohérence des deux côtés du terrain. Ouais, moi je suis d'accord. Pas grand-chose à rajouter sur le match de Cason Wallace. Il a réussi à step up là où les autres n'ont pas forcément step up. Et pour un joueur on va dire assez discret, je pense que quand tu regardes la première mi-temps, tu vois qu'il y en a quand même quelques-uns qui claquent un petit peu des genoux, ça refuse certains tirs ouverts, ça se fait la passe pour essayer de rechercher un autre tir ouvert. Cason Wallace, lui, il a pris ses responsabilités, il n'a pas eu peur. Et quand tu vois que le closing five du Thunder, c'est Cason Wallace, rookie, Chet Holmgren, rookie, J-Dub deuxième année, Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz-Dort, tu te dis que bon, elles sont peu nombreuses les équipes qui sont capables de close out avec 2 rookies dans leur effectif, sachant que il y a aussi peu d'équipes qui sont, Cason Wallace, c'est encore un des rares rookies productifs. Alors déjà, c'est encore un des rares rookies dans les équipes restantes, mais c'est un des rares rookies à avoir un impact. Et là, pour le coup, son impact a été colossal et bien au-delà des statistiques. Ouais, c'est rare des rookies qui produisent comme ça, mais c'est assez important dans une équipe. Tu vois Christian Brown l'an dernier dans le run de Denver,
c'est un joueur qui est important dans la rotation, qui fait partie des 8 qui font la rotation sur tous les playoffs, parce que Reggie Jackson se fait sortir assez vite. Mais ouais, ce qui est étonnant avec Cason Wallace, c'est que Christian Brown, il sortait de 3 ans de fac, il avait été champion NCAA, il avait une expérience de fac, et il est arrivé c'était un rookie entre guillemets, un peu comme Raquez cette année par exemple. Tu vois, c'était des mecs qui avaient quand même de l'expérience des gros matchs. Cason Wallace, il est freshman, hein, il fait 1 an de fac, il arrive en NBA, et c'est assez bluffant de voir qu'il est capable de se fondre dans un collectif très très compétitif et d'être pertinent dans des moments importants comme ça. Ouais. Tom, je vais te lancer sur ce match 5. OKC est revenu à égalité dans la série de partout. OKC a repris l'avantage du terrain. Cependant, n'oubliez pas que la série n'est pas terminée puisque les Clippers avaient eux aussi repris l'avantage du terrain à Dallas sur le Game 4. Ça ne les empêche pas d'avoir perdu 4-2. Donc, comme Charles Lee, je vais te mettre on the spot. Tom, est-ce que le Thunder retourne à Dallas avec un avantage de 3-2 ou est-ce que c'est la catastrophada et tu te retrouves à Dallas pour rester en vie une nouvelle fois? Alors, est-ce que j'ai le droit d'appeler Charles Lee? Non. Pour donner ma réponse. Si Charles Lee a dit 4-2 Thunder, ça veut dire que théoriquement OKC gagne le 5. Hein. Et j'ai donné le même pronostic que Charles Lee. Donc, je vais rester sur oui, le Thunder prend le match 5. C'est pas dit que ça soit 100% sûr, hein, mais retour à OKC, tu sens que Luka, il fait pas une grosse série, Luka Doncic. Bon, Kyrie, il peut toujours sortir de sa boîte, mais c'est vrai que Last Game 4, par exemple, était pas top. Je crois bien au OKC au Game 5 qui prend l'avantage 3-2. On sait que le Game 5, c'est hyper important. La grande majorité, alors j'ai plus la stat exacte, mais la grande majorité 82%. des équipes... 82. Merci monsieur Stat. Il y a 82% du coup des équipes qui gagnent le Game 5 gagnent la série. Parce que après retourner la série et en gagner 2 de suite, c'est quand même pas simple. Donc ouais, j'y crois côté Thunder. On a le meilleur joueur de la série. On a une attaque qui a repris des couleurs dans le dernier quart. Est-ce que ça peut être une dynamique sur laquelle tu t'appuies sur un match entier? Ça, on verra, mais ça faisait quand même quelques temps qu'on n'avait pas vu notre attaque aussi performante. Donc ça fait plaisir. Et en face, Luka est blessé. Il fait pas une série incroyable. Kyrie, il peut toujours en foutre 40. Faut toujours se méfier avec Kyrie. Non, mais c'est PJ Washington, c'est surtout. C'est vrai. Mais PJ Washington, je me dis qu'il va... À un moment, il va craquer, PJ Washington. Non, et j'espère que ce ne sera pas en finale de conférence, tu vois. Ouais, voilà, j'espère que ça arrivera avant. Parce que bon, il y en a marre PJ Washington. Si PJ Washington n'a plus la même production, par contre, l'attaque de Dallas, ça peut se compliquer pour eux. Donc ouais, je partirai sur Thunder qui gagne le Game 5. Casey qui gagne le Game 5. Et ben moi, je vais garder un petit peu mon côté pessimiste pour avoir l'air d'un con encore. Je veux dire que Dallas prend le Game 5. Voilà. Je sais pas. Attention quand même. T'as dit que. Je pense que OKC a repris le momentum. Faut être très honnête, OKC a repris le momentum. Attention quand même à Luka qui n'a pas fait un seul bon match. Allez, un seul bon match, non, je suis méchant, mais on va dire que vis-à-vis des matchs qu'il est capable de montrer en temps normal, c'est pas très bien. Enfin, si on compare au niveau de Luka Doncic au niveau de Luka Doncic, c'est pas très bien. Mais attention au Game 5 où il est quand même capable de prendre feu. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Donc je vais continuer à dire que Dallas prend le 5, même si je pense que OKC a quand même bien fait basculer le momentum et a pris la win qu'il fallait absolument prendre sur ce round de playoff et qui est peut-être la win un peu fondateur, en tout cas une victoire marquante pour ce groupe qui a montré, même en étant assez dégueulasse et même avec un Dallas qui te donne un peu le match, a montré une certaine résilience derrière son leader. Ouais. Ouais. Il y a un gros game 2 quand même de Luka Doncic, mais c'est vrai que sinon il nous a pas le premier sorti quart, il est très fort. Fort. C'est vrai que sinon il nous a pas sorti de grosses perfs. Je sais pas si, est-ce que je te pose la question, parce que j'ai une réponse en tête, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu verrais pas un ajustement de Mark Daigneault dans les rotations? Non, il garde Josh Giddey dans le starting five. Ah non, ça me plaît pas comme réponse. Non, mais il le garde. Surtout que Giddey a pas été, très honnêtement, voilà, on n'a pas trop parlé. Il a pas, premier carton défensivement, il est horrible, mais sinon il a pas été si horrible que ça. C'est juste que
théoriquement, il pose trop de problèmes. Donc, voilà, on fait pas 15 minutes sur Guigui. On n'a même pas parlé d'ailleurs de Kenrich qui a pris les minutes de Gordon Hayward, mais qui n'a pas été très impactant non plus. Et comme ce débrief est déjà suffisamment long, on va s'arrêter là, justement. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je fais le petit rappel, les petits pouces. Abonnez-vous partout, Twitter, YouTube, Twitch, Instagram, Wanadoo.fr. Non, tu peux pas t'abonner sur Wanadoo. LinkedIn, abonnez-vous sur LinkedIn, abonnez-vous sur MySpace, voilà, abonnez-vous partout. J'essaye de trouver des vieux noms. Caramel, MSN. Caramel, j'ai déjà fait sur le Game 3, donc j'avais pas pris Caramel, mais MSN, enfin bref. Merci à vous de votre soutien. On se retrouve jeudi, donc à 3h30, toujours un horaire horrible pour ce match 5 entre OKC et Dallas. On se retrouvera donc dans la journée de jeudi pour faire le débrief. Il y aura un peu plus de temps. Il y aura un jour supplémentaire de repos entre le match 5 et le match 6. D'ici là, portez-vous bien. Profitez des playoffs. Savourez un petit peu cette victoire du Thunder sans trop célébrer parce que le job n'est pas fini. Et puis, on se retrouve jeudi. Salut! Salut!